saison des amours a lieu en hiver. Le renard visite les terriers en espérant trouver sa nouvelle compagne. Il creuse des terriers pour se cacher, se reposer, et pour les naissances et l'élevage des petits. C'est au début du printemps que l'on peut apercevoir les renardeaux qui sortent timidement de leur abri pour explorer le monde qui les entoure. La renarde met bas en moyenne 4 à 6 renardeaux. Les jeunes deviennent indépendants vers 4 mois et en automne, ils se dispersent pour chercher leur propre territoire. Omnivore, son régime est très varié. Ses proies sont principalement composées de petits mammifères, campagnols, lapins, oiseaux et insectes. Il consomme également des fruits et des baies. C'est aussi un charognard, et il peut se nourrir de déchets alimentaires jetés dans les poubelles. Lorsque la nourriture commence à manquer, il peut aussi se rapprocher des zones habitées pour visiter les poulaillers. Il utilise une technique de chasse particulière pour les rongeurs où il saute verticalement pour retomber sur sa proie cachée sous l'herbe. Le renard roux est un canidé largement répandu. Il est présent dans les forêts, les prairies et jusque dans les zones périurbaines. Du point de vue écologique, le renard est considéré comme un précieux régulateur. Un seul renard peut consommer plusieurs milliers de rongeurs par an, limitant ainsi les dégâts aux cultures. L'année suivante, le cycle de la vie du renard recommence avec le rut, la recherche de renardes, les naissances des renardeaux, et en automne, la dispersion des jeunes renards devenus autonomes. Le renard roux est classé comme une espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans la quasi-totalité des départements français. Ce classement permet sa régulation par la chasse et le piégeage.
Les hérissons apprécient les jardins car ils sont riches en milieux différents et donc offrent plein de cachettes et de sources de nourriture. Le hérisson est le meilleur ami du jardinier. Pour cela, il est impératif de ne pas utiliser des pesticides et produits anti-limaces qui privent le hérisson de ses proies naturelles et risquent de l'empoisonner. Ils y trouvent des hautes herbes pour se cacher, des haies pour faire leur nid, des insectes et des mollusques pour se nourrir. Ménagez des ouvertures entre votre jardin et celui du voisin, il s'y faufilera et profitera de plusieurs garde-manger. Les hérissons sont de plus en plus menacés par les activités humaines et notre débordement sur leur espace naturel de vie. Les dangers qui le guettent sont multiples. Les tondeuses, les débroussailleuses, un réseau routier qui se densifie, sont la cause de nombreuses victimes chaque année. Le groupement ornithologique du refuge Nord-Alsace, le GORNA, est une association locale reconnue d'utilité publique. La structure œuvre pour la protection et le soin des petits animaux sauvages blessés en vue de leur réinsertion dans le milieu naturel. Le centre doit faire face tous les ans à l'arrivée de nombreux hérissons en détresse. L'activité du centre est forte entre avril et septembre car c'est la période où les promeneurs trouvent le plus de hérissons blessés. Ici on est devant la serre à hérissons qui a vraiment été faite spécifiquement pour l'accueil des hérissons. On en accueille énormément chaque année. C'est des animaux qui sont stressés, qui ont besoin d'un espace individuel. Alors maintenant je vais regarder un petit peu la progression des plaies de ce hérisson qui nous est arrivé le 1er mai avec vraiment une plaie très importante à la tête qui a sûrement été causée par une tondeuse ou une débroussailleuse. Donc voilà, je vais regarder comment ça marche. Première chose qui va m'intéresser, c'est déjà de regarder son poids. C'est super, c'est un hérisson qui prend du poids. Vraiment, toujours le plus dur avec les hérissons, c'est quand même de pouvoir observer un petit peu les plaies. Ça reste des petites boules de piquant. Bon, sa plaie elle est en cours de cicatrisation. Donc on va le garder encore un petit peu parce que la peau n'a pas complètement encore refermé la plaie. Mais il va déjà mieux. Donc pour limiter aussi son stress, on va espacer un petit peu les contrôles pour le laisser un maximum tranquille et vraiment favoriser une cicatrisation. Elle est toujours en train de progresser vers le mieux. L'autre ce sera plus facile parce que la plaie est sur le dos. Je suis toujours pour le suivi des soins, un petit peu obligée de les déranger. On essaye de minimiser ça quand même le plus possible. Alors, je vois déjà que c'est super.
En fait, sa plaie était ici, et vraiment la zone qui n'a pas de piquant était complètement ouverte, hein. On voyait vraiment la chair dessous. Là, il nous reste une toute petite croûte vraiment insignifiante, et les piquants qui commencent à repousser tout autour. Là, c'est vraiment une super nouvelle du coup pour ce hérisson qui est en pleine forme. Sa plaie, elle est vraiment très belle. Ils souffrent aussi forcément de la captivité. Nous, notre but, c'est pas de les garder quand ils sont en forme. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir le relâcher là, soit ce soir, soit demain. Il pourra retrouver son milieu naturel. Et comment vous procédez? Alors pour le relâcher, c'est vrai que le hérisson c'est assez territorial, ça connaît son domaine. Si c'est possible, on aime bien les relâcher là où ils ont été trouvés. Ensuite, c'est vrai que ça dépend forcément de la cause d'accueil. Par exemple, on a reçu un hérisson qui a été prédaté 3 fois par le chien de la famille, donc on ne le remettra pas dans le même jardin. On trouvera un lieu approprié mais différent. On est sur un hérisson qui fait déjà un bon poids, on va dire un bon poids, et on voit que c'est une bonne boule, donc il est bien harmonieux. Si on observe un hérisson qui nous semble en détresse, vraiment la meilleure chose à faire, c'est tout de suite d'appeler le centre de soins le plus proche de nous pour avoir des conseils. Voilà, déjà être sûr, est-ce qu'il est en détresse ou pas. Il y a des signes qui peuvent mettre la puce à l'oreille, un hérisson qui sort en journée, un hérisson qui est très parasité ou un hérisson qui respire mal. Ou voilà, si c'est sûr s'il y a une plaie ou du sang, là c'est sûr que le hérisson il a besoin d'aide. Appeler un centre de soins pour avoir des conseils et voilà, suivre les conseils, souvent ce sera de le ramener s'il est blessé au centre de soins le plus rapide. Pour les relâcher, c'est toujours dans le milieu sauvage. Après, les hérissons, c'est des animaux qu'on retrouve aussi dans les villages, même des fois dans certaines villes. Donc il peut repartir depuis un jardin. Vraiment, le point important, c'est que le jardin ne soit pas clôturé. Le hérisson, il faut qu'il soit relâché en liberté. Il peut être posé dans le jardin, mais il faut que voilà, il puisse le quitter. Ça fait quelques années qu'on observe vraiment des plaies caractéristiques sur les hérissons. C'est surtout des abcès au niveau des pattes, au niveau de la tête. Il y a des recherches qui sont en cours vraiment pour connaître la cause de ces plaies et savoir comment les soigner, si on peut relâcher les hérissons, si les plaies sont cicatrisées, tout ça. Mais c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément parce qu'on n'a pas encore toutes les réponses et qu'on reçoit pas mal de hérissons, certains vraiment très atteints. Donc c'est aussi pas mal malheureusement des hérissons qui doivent être euthanasiés. On a des hérissons qui arrivent avec les 4 pattes tellement atteinte que voilà, on ne pourrait pas amputer les 4 pattes. Déjà on n'ampute jamais les pattes avant, les pattes arrière c'est déjà plus discutable, mais si c'en est qu'une, ça se fait dans certains cas. Mais voilà, malheureusement c'est beaucoup de morts chez les hérissons qu'on n'explique pas encore et sur lequel voilà, on a envie qu'il y ait plus de recherches, plus de réponses. Différencier un chat domestique d'un chat sauvage n'est pas toujours aisé. Le chat domestique descend du chat sauvage d'Afrique qui, attiré par les souris près des stocks de céréales il y a plusieurs milliers d'années, a été progressivement apprivoisé par l'homme pour protéger les récoltes. Le chat domestique est habitué à la présence humaine, recherche l'interaction et dépend de l'homme pour sa nourriture.
L'instinct de chasseur est resté, mais il chasse pour son plaisir, tandis que le chat sauvage chasse pour sa survie. Le chat sauvage actuel n'a jamais été domestiqué. C'est un animal trop craintif et solitaire. Il évite tout contact avec l'homme et s'enfuit en cas d'approche. Il n'est absolument pas possible de le domestiquer. Il est principalement crépusculaire et nocturne, ce qui le rend difficile à observer. Il vit dans les forêts, les taillis et les zones de culture. Son régime alimentaire est principalement composé de rongeurs, d'oiseaux et de petits animaux. Bien qu'il soit protégé, le chat sauvage fait face à plusieurs menaces. La déforestation et l'urbanisation galopante réduisent de plus en plus son habitat. L'autre menace, c'est l'hybridation avec les chats domestiques. Pour la différenciation physique, plusieurs critères sont à relever. Le chat domestique est plus élancé avec un corps moins trapu, tandis que le chat sauvage est plus massif. Le chat sauvage a un pelage de couleur fauve clair à gris. Le chat sauvage possède une bande dorsale noire qui part de la nuque et s'arrête à la base de la queue. La queue du chat sauvage est touffue avec 3 à 5 larges anneaux noirs et une extrémité arrondie. Profitant de la nuit, la fouine se dirige vers les granges et les habitations. Les fouines sont attirées à l'intérieur des bâtiments par la chaleur, en recherche d'un abri et de nourriture. Très agiles, elles grimpent les murs, longent les gouttières et se faufilent dans les passages étroits des toits mal isolés. La fouine est un petit mammifère carnivore au pelage gris-brun. Elle chasse principalement la nuit et se nourrit de diverses proies telles que les oiseaux et leurs œufs, les insectes ou encore les fruits et déchets ménagers. Les fouines sont connues aussi pour grignoter les gaines de fils électriques, les durites des voitures. Si votre véhicule reste dehors la nuit sans protection, les câbles et tuyaux sont exposés à leurs appétits. Elles sont attirées par le matériel car il dégage une odeur qui s'apparente à un produit comestible. L'utilisation de répulsifs,
L'installation de dispositifs à ultrasons sont des solutions qui peuvent repousser l'animal sans lui causer des dommages. La martre des pins est une grimpeuse très agile. Elle chasse généralement ses proies au sol, sous les troncs et les souches, à l'intérieur des arbres creux, sous les broussailles. Elle se nourrit principalement d'insectes, de petits mammifères jusqu'à la taille d'un écureuil, d'oiseaux et de leurs œufs. Son habitat principal c'est la forêt de résineux, de feuillus ou mixtes. Elle niche dans les arbres dans un creux, un amas de lierre, un ancien nid de pique noire. La femelle met bas de 2 à 7 petits par portée. C'est un animal essentiellement nocturne qui a une longévité d'une dizaine d'années. Contrairement à la fouine, elle ne s'approche guère des habitations humaines. La principale différence entre la fouine et la martre est visible au niveau de la bavette. Celle de la martre est jaune et restreinte à la gorge, alors que celle de la fouine est blanchâtre et descend un peu sur les pattes avant. En Gironde, le piégeage de 275 ratons laveurs entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025 a alerté la population locale. Cet événement confirme l'inarrêtable progression du raton laveur en France. Ce petit mammifère a été importé d'Amérique du Nord pour créer des fermes d'élevage et exploiter sa fourrure. Certains individus se sont échappés et ont constitué les premiers foyers. Les soldats américains basés en France et en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale l'ont utilisé comme animal de compagnie et l'ont relâché dans la nature après leur départ. Les quelques images de nuit captées par la caméra piège témoignent de l'arrivée de cet animal qui se reproduit sur le territoire de l'Alsace du Nord.
C'est aussi un excellent grimpeur et un bon nageur. En ville, il prospère en utilisant les restes alimentaires fournis par les humains dans les poubelles. Il se nourrit d'insectes, de grenouilles, de poissons. Il consomme aussi des fruits, des glands et des noix. Le raton laveur ne lave pas sa nourriture, mais ce comportement est en fait lié à sa manière de chercher et de capturer des proies aquatiques en les palpant avec ses pattes. L'écureuil est un petit rongeur qui fait l'objet de nombreux dessins animés et qui vit à proximité des bois et dans les forêts. Sa longue queue en panache lui sert de balancier lorsqu'il grimpe ou bondit dans les arbres. En février-mars démarre une parade nuptiale faite de courses-poursuites, de cris, jusqu'à ce que la femelle accepte la venue du mâle. Elle donne naissance généralement à une seule portée par an, constituée en moyenne de 5 petits. Cependant, une seconde portée peut se produire si les conditions sont favorables. L'écureuil cherche sa nourriture en haut des arbres. Son régime alimentaire est composé de graines, de baies, de champignons, d'insectes et de larves. Il adore les graines de conifères, se nourrit de noisettes, de noix et de châtaignes. Son activité physique est très impressionnante. Il court sur les branches les plus fines des arbres, descendant ou montant les troncs, sautant d'un arbre à l'autre avec une agilité et une facilité déconcertantes. Et en plus, il ne semble jamais fatigué. Ce petit rongeur aménage des caches au sol, souvent près du pied des arbres, où il enterre ses graines. Il constitue ainsi son garde-manger pour les périodes de grand froid en hiver. L'un de ses principaux prédateurs est la martre.
La destruction de son habitat, la fragmentation des forêts par l'extension du réseau routier, la disparition des corridors naturels que sont les alignements d'arbres permettant à l'écureuil d'aller d'un espace forestier à un autre sans se mettre en danger. Tous ces phénomènes participent eux aussi au déclin des populations. Pour aider l'écureuil roux à maintenir et à régénérer ses populations, différentes actions peuvent être mises en œuvre, comme par exemple la préservation des milieux forestiers riches en vieux bois, la création de corridors biologiques boisés,